Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vous montez sur le poteau? Oui, enfin, vous allez battre le record de Frédéric? Vous me cherchez dès le départ. Vous êtes resté combien de temps sur le poteau, Frédéric? Bienvenue au gagnant de Koh Lanta. Merci, bonjour. Bonjour. Sincèrement, je crois que c'était 1h30. Pas si long que ça. En fait, il y a eu 3 clavettes sur les poteaux et au bout de la deuxième, ils sont tombés. Alors, on est ravis de vous recevoir, Frédéric, le grand gagnant de Koh Lanta. Vous avez gagné l'édition du Feu Sacré. C'est un carton d'audience, hein. Plus de 3 700 000 téléspectateurs. Ça a cartonné sur les enfants, sur les familles. Puis on voit la réaction dans notre rédaction. On se dit qu'effectivement, il se passe définitivement quelque chose avec Koh Lanta. Donc, ravi de vous accueillir. Ça va ce matin? Merci beaucoup, ça va très bien. Ouais, vous avez fait quoi après le direct? On a fait un peu la fête avec les aventuriers et de ce fait, j'ai très peu dormi. Mais ça va très bien. Vous avez fait, et c'était la bonne ambiance, la bonne humeur, il n'y a pas... Ouais, franchement, on a de la chance parce que cette saison, une fois sorti du jeu, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de tension, c'est une petite famille. Petite famille. Oui, Tania était de la fête. Qui était le plus festif hier soir? Vous étiez en boîte, vous avez fait quoi? Au final, on s'est pas mal retrouvés après la soirée, donc sur les lieux même où tout le monde a un peu, comment dire, on a pris le temps surtout de discuter, échanger aussi, parce qu'on rencontrait aussi les familles des uns des autres. Donc c'était grand moment. Et puis après, au final, on était très peu à sortir. Il y avait Laura, Clémence, et puis on avait nos proches à nous. Bon, on va revenir avec vous sur cette victoire et les différentes réactions qu'il y a eu, mais on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors depuis quelques jours, Valérie, puis je suis sûr que vous en parlez dans vos débats, il y a un mot qui bruisse dans les rédactions: remaniement. Les derniers jours, peut-être annoncé d'Elisabeth Borne, évidemment, au quotidien s'en est amusé dans un montage dont ils ont le secret. On va parler de cette rumeur insistante de remaniement ministériel tout proche. Un possible remaniement ministériel pour la première ministre Elisabeth Borne. Tout va bien. Un jour elle part, un jour elle reste. Ce matin dans le Parisien elle reste. Et la semaine dernière elle partait. Le mercato gouvernemental ne va pas tarder à démarrer si on en croit la presse. Quelques pistes déjà. François Barouin, probabilité 1%, c'est un grand classique. Gérard Larcher, président du Sénat, probabilité 10%. Il a trop dit de méchanceté sur le président. Et voici un nouveau nom. Franck Louvrier maintenant. Franck Louvrier. Franck Louvrier, maire de la Baule, LR. Oui, non mais non, si vous pouvez nous laisser le maire de la Baule tranquille, parce que franchement il est excellent le maire de la Baule. Quand vous êtes sur l'île, vous êtes complètement coupé de tout ça, de l'information. Complètement. On vous donne aucune information sur qu'il y a eu une guerre en Ukraine, des choses comme ça. Rien ne vous arrive. Justement, on se posait plein de questions par rapport à ça. On était vraiment coupé du monde et c'est très particulier. C'est bizarre comme sensation. Déjà au début on pense à nos proches, mais après c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe au niveau de l'actualité. À ce moment-là, on savait que la reine d'Angleterre allait mal avant l'aventure, et on a appris justement à la fin de l'aventure, on a eu cette petite info qui a été décédée. Combien de temps ça dure le tournage? Combien de temps Le tournage, du coup, il a duré 40 jours. Alors 40 jours de jeu. Oui. Après on est parti un petit peu en avance pour s'acclimater, plus le temps de voyage. Et puis après, à la fin pareil, je crois que c'est 4 jours avant et 4 jours après. Donc en total, un peu moins de 50 jours. Un peu moins de 50 jours, ce qui est quand même pas mal. Vous regardez la télévision? Vous êtes accro aux infos? Qu'est-ce que vous regardez? Je suis pas accro aux infos, mais je suis pas mal l'actualité. Après c'est surtout depuis mon téléphone. Aussi un peu de radio quand je suis à la télé, quand je suis en voiture. La télé un peu le soir au moment du dîner, mais voilà. Bon, pas trop. Et alors ce que vous disiez, vous aviez peur par exemple de revenir et que ça soit la guerre en Europe ou des choses comme ça? C'est des choses auxquelles vous avez pensé sur oui, à ce moment-là, la situation en Ukraine c'était assez tendue, donc on savait pas trop à quoi s'attendre en arrivant. Est-ce qu'on allait avoir une nouvelle guerre mondiale ou quoi? Enfin, c'est des choses quand même qui sont assez stressantes. C'est vrai que quand on est sur l'île dans notre jeu, on est quand même dans notre bulle, mais il y a quand même plein de moments calmes où on discute entre nous, et c'est vrai qu'on a le temps de refaire le monde et de parler de plein de choses, et donc c'est des choses auxquelles on a pu discuter. On continue. Hier, Martin Veil, Valérie, était en immersion à Marseille. Alors on peut regretter qu'il ne se soit pas mis en survêtement de l'OM, il était en tenue de Parisien là-bas, mais il a quand même tenté d'apprendre le marseillais. Bon, est-ce que vous savez, vous, pourquoi on appelle la pétanque la pétanque? Non, parce que les pieds tanqués. Ouais. Tanker, c'est ancré. Chalet. Chalet quelqu'un. Aller à la montagne pour faire du ski. Tu me chales, ça veut dire tu montes avec moi. Et si je te dis bouleg?
Tu veux boire un coup? Ça veut dire va-t'en de là. Ok. Bouleg, dégage. Et voilà, il a appris le Marseillais. Allez voir le replay, c'est vraiment bien l'émission consacrée à nos amis marseillais. Dans cet avou, Didier Bourdon a confirmé une réunification, lui aussi, avec les inconnus. Alors, ils étaient partis chacun sur leur île. Une réunification au cinéma à l'initiative de l'écrivain et dessinateur Riyad Satouf, qui va réaliser un film avec les inconnus. Il en a parlé hier dans cet avou. Il m'a envoyé un texto avant-hier. Je crois que voilà, c'est bientôt, ça va être bientôt prêt. Il y a un agenda, il y a un truc. L'agenda, on va voir. Mais disons que ça avance très bien. Mais on se dirige vers quoi? Vers les trois? C'est plus les trois frères, c'est les trois grands-pères. Vraiment, je pense que ça serait vraiment dans l'univers de Riyad, ça serait vraiment les inconnus qui. Je sais qu'on jouerait plusieurs personnages différents, donc c'est un peu l'univers un peu des inconnus et en même temps l'univers de Riyad Satouf. Faut essayer de retrouver. Mais je pense qu'on serait au service de l'univers de Riyad, bien évidemment, et comme il nous adore, il va nous servir des trucs merveilleux à jouer, certainement. Voilà. Je pense que ça va être quelque chose d'étonnant de voir cet univers-là. Vous étiez pas, vous le saviez pas? Non, je suis content de l'apprendre. Ce fut un cas unique. Dylan, j'imagine que vous voyez de qui je parle, qui après Koh-Lanta est devenu un influenceur, enfin plutôt un escroc, et même accusé de proxénétisme. Mais c'est un seul cas où il y a Dylan Thierry, absolument. Vous y connaissez un influenceur, vous me pâtez, Valérie. Hier, Bruno Le Maire rencontrait les influenceurs et évidemment toutes les mauvaises les mauvaises influences et pratiques de ces influenceurs. Vous êtes influenceuse depuis combien de temps? 2 ans. Et ça fait 2 ans que vous l'indiquez à chaque fois? Non. Au début, j'étais pas si bonne élève. Elle n'a pas toujours été bonne élève. Une loi était donc nécessaire car tous reconnaissent qu'il y a eu des dérives. Waouh, il y en a eu beaucoup. Je pense que c'est celle qui avait parlé de faire rajeunir son vagin. Les jeux d'argent, ça peut être assez dangereux. Les dents. Les dents? Les dents blanches. Le médicament qui guérissait le cancer ou qui atténuait le cancer, ça franchement, ce genre de pub, non en fait. Et ça devrait même pas être une pub. Et vous avez envie de faire de la télé-réalité? Non, c'est pas l'objectif. Koh-Lanta, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait en tout point par rapport notamment à l'aspect sportif et le fait que c'était un jeu stratégique, tout ça. Mais non, pas de ch'ti à Mykonos ou autre. Non, pas du tout. Non. Vous allez faire quoi d'ailleurs? Quels sont je vais vos projets? continuer ma vie. Vous mariez cet été? Je me marie là, j'ai le mariage civil qui arrive très vite le 1er juillet et puis cet été au Portugal, ma future femme est portugaise. Et puis donc j'ai mon projet d'ouverture de bar-restaurant dans les alentours de Paris. J'ai travaillé 10 ans dans l'hôtel-restauration auparavant et donc c'était un rêve d'ouvrir voilà mon propre établissement. J'avais changé de carrière au bout d'un moment, mais je m'étais dit que quand je reviendrai dans l'hôtel-restauration, ce sera pour travailler à mon compte et surtout pour travailler pour moi. Vous êtes sur TikTok ou pas? Vous avez déjà eu des publicitaires qui vous ont approché ou pas encore? Très peu pour le moment, très peu. Oui. Mais certains. Ouais. De quel domaine? C'est surtout des petites marques pour des petits produits, des choses comme ça. Ouais. Et pour finir, Valérie, je finis toujours en musique. Triste nouvelle, hier on a appris la mort de Treat Williams d'un accident de moto. Vous connaissez pas Treat Williams? Si, mais répétez-vous le c'est parce que je l'ai fait à l'anglaise. Je peux vous le faire à la française. Je ne connais pas non plus. Treat Williams. Vous connaissez pas Treat Williams? Vous connaissez pas Everwood? C'était le héros de Everwood et c'était le héros du film de Milos Forman, R. Ah oui. Vous savez, avec les cheveux longs de R, c'était lui, Treat Williams. R, mais la précédente version, je pense. Eh ben, I've got my hair. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck. Il faut aller voir, c'est un film culte. Je pensais que vous alliez me passer John Lennon reconstitué par l'intelligence artificielle. Alors, je ne l'ai pas trouvé, c'est pas encore sorti, non? Non, ça n'a pas été encore... Vous voulez que je vous chante une chanson des Beatles? Non, ça va, c'est très bien. On se retrouve dans un instant avec Frédéric, le grand gagnant de cette édition du Feu Sacré et grand gagnant de Koh-Lanta. C'est à suivre dans un instant. Sud Radio Média, l'invité du jour. Frédéric, si votre prénom est inscrit sur ce bulletin, alors vous remportez Koh-Lanta, le Feu Sacré. Le suspense continue. Frédéric! Voilà. Frédéric,
Vous souriez, Frédéric, en entendant à nouveau cette annonce. Vous étiez face à Tania et Nicolas. Vous le saviez, on va enlever un tabou. Vous êtes forcément au courant, puisque en plus, comment elle s'appelle, Tania a dit, même si je ne gagne pas, je voudrais dire que... Alors, on a bien compris qu'elle n'allait pas gagner pour avoir dit ça. Donc vous saviez pertinemment ce qu'il y avait comme vote. Les garçons ont dû dire qu'ils avaient voté pour vous. Certaines filles aussi, vous le saviez. Alors sincèrement, je ne le savais pas. Voilà, j'avais un gros doute. Je m'en doutais, mais il n'y avait pas de certitude. C'est marrant parce que j'ai pu échanger avec quelques anciens et ils me disaient qu'à chaque saison, enfin en tout cas les anciens avec qui j'ai pu échanger, me disaient qu'ils sortaient de là et tout le monde se demandait, tout le monde s'échangeait en fait les votes qu'ils avaient mis dans l'urne. Et nous, on n'a pas fait ça. Naturellement, on l'a pas fait. Et puis moi, je me sentais limite gêné en sortant du jeu d'aller demander, donc je l'ai pas fait. Et parce que sur l'île, une fois que tout le monde a voté, vous vous retrouvez tous ensemble. Oui, on a 2 jours pour redescendre un petit peu. À ce moment-là, vous leur demandez pas pour qui vous avez voté, puisque une fois que vous avez voté sur l'île, vous êtes dans l'hôtel, vous avez l'avion, vous êtes tous ensemble. Et là, vous ne parlez pas. Vous dites pas. On a parlé de plein de choses, mais on s'est pas échangé nos votes. Moi, j'étais certain d'avoir les 3 votes des garçons, mon alliance. Après, pour le reste, il n'y avait aucune certitude. Je me disais, voilà, il y avait un tel qui pouvait voter pour moi, mais il y avait des personnes, je savais pas du tout. Et pendant les diffusions, ça porte tellement à confusion que c'est vrai que je suis arrivé hier sur le plateau, j'étais pas certain. Vous avez ressenti quoi au moment de l'annonce? Vous avez le ventre qui se noue? Vous étiez assez zen puisque vous faites... la méditation. Je suis assez zen de manière générale. Mais non, à ce moment-là, c'est vrai qu'on a du mal à être dans l'instant présent. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va très vite. Et beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Alors, sur votre Instagram est écrit « La vie est un jeu ». Vous le pensez vraiment? Oui, je me suis toujours dit que la vie était un jeu, dans le sens où d'après moi, c'est philosophique. Après, on n'a pas forcément de but sur Terre, si ce n'est profiter, du coup. Et donc voilà, ma vie, c'est vraiment faite d'expérience. Et Koh-Lanta, on a fait partie. Mais vous étiez directeur commercial dans une société. Qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour de franchir le cap et d'aller s'inscrire à Koh-Lanta? Directeur commercial, c'est un statut. On vit dans une société où avoir un statut, c'est hyper important. Il y a un réseau social que je déteste, LinkedIn. J'ai dû y travailler pendant très longtemps, mais c'est un réseau social hyper m'as-tu vu. Et en fait, on suit des gens pour leur statut et pas forcément pour leur personne. Mais bref, on doit jouer le jeu parce qu'on vit dans cette société. Mais pour moi, c'est pas ça. Et donc, qu'est-ce qui a été le déclic pour vous inscrire? Comment vous y êtes comment on prend cette décision? Alors, c'est drôle parce que je regardais vraiment Koh-Lanta depuis tout petit avec mon papa, justement. Les premières éditions, et je m'étais toujours dit que c'était quelque chose qui me correspondait. Et puis j'ai toujours fait beaucoup de sport depuis très jeune, et je me suis dit en fait c'est quelque chose que j'adorerais faire, mais j'étais extrêmement myope. Je sais pas si vous portez des lunettes, mais j'étais à -8 de myopie. Donc voilà, une vraie taupe, je voyais absolument rien. Et en fait, de ce fait, je me suis dit que je ne pouvais pas faire cette aventure. Elle n'était pas faite pour moi. Un grain de sable dans l'œil, même si j'étais un gros porteur de lentilles. Donc je me suis dit, les lentilles, à un moment donné, les épreuves, on voit dans la boue. Si je perds une lentille, moi, je suis fini, quoi. Donc en fait, j'avais jamais imaginé postuler. Et donc il y a 2 ans, je me suis fait opérer des yeux, pas pour le jeu, mais pour un confort de vie. Et je crois que c'était à la fin de la saison 2021. Ma femme me dit, mais qu'est-ce que t'attends? À la fin, on voyait l'ouverture des candidatures. Et j'ai dit, ouais. Et j'ai envoyé mon courrier. Puis au final, et parce que première candidature. Votre femme, elle est très joueuse aussi. Hein. Vous aimez bien les on adore jouer. On adore jouer. Je pense qu'elle ferait une bonne aventurière aussi. Ça, il n'y a jamais eu. Ça serait intéressant d'avoir l'année prochaine que la candidate, ça sera la femme du gagnant. Là, je pense que ça buzzerait et que ça. C'est peut-être une idée à donner à Adventure Live. Il faut qu'elle s'inscrive. Elle est sportive. Elle est sportive, elle est sportive. Et alors, quel conseil vous lui donneriez maintenant que vous avez fait l'émission? Qu'est-ce que vous diriez à votre femme si jamais elle allait faire Koh-Lanta? Simplement de rester elle-même et de garder les yeux grands ouverts. Mais vous n'étiez pas vous-même, ou alors vous êtes un traître dans la vie? Non, pas du tout. En fait, moi, ce que j'ai bien distingué la partie vraiment jeu avec les stratégies, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu autant de votes
à la fin, et le public ne le comprendra peut-être pas forcément, on en discutait tout à l'heure, mais voilà, en fait, il y a beaucoup de moments off où on partage des vrais moments de qualité. Et je pense qu'à ces moments-là, les aventuriers ont pu voir ma personnalité, ont vraiment pu me découvrir en tant que personne. Et après, à côté, il y a les stratégies. Et c'est drôle parce que je suis pas du tout un mythomane dans la vie, ou je suis quelqu'un d'extrêmement droit. Et d'ailleurs, ma femme m'avait dit, tu te feras avoir dès la première strate. Ça veut dire que le montage a plutôt voulu montrer une Tania, c'est-à-dire l'axe de montage, c'était la renaissance de Tania, le phénix de Tania, et donc ça a tellement été axé là-dessus qu'on ne voyait pas trop forcément vos sympathies des autres filles et autres. Non, je pense pas, je pense juste que l'émission elle est orientée aussi sur les choses les plus intéressantes, donc les épreuves, tout ça. Il y a beaucoup de moments de vie qu'on passe parce que voilà, une émission en moyenne c'est 3 jours. Et voilà, il faut condenser tout ça, donc on garde les choses les plus importantes, mais il y a plein de moments de moments un peu plus calmes, où on revenait de la pêche, on discutait, on échangeait plein de choses, et en fait c'est des moments de qualité où on crée beaucoup de liens, et en fait ces personnes-là contre qui j'ai dû faire des stratégies pour avancer dans le jeu, je parle notamment de Clémence, de Laura, c'est des personnes que j'adorais sur le camp et que j'adore en dehors de l'aventure aussi. Donc il y a vraiment une grosse partie aventure humaine derrière. Et je pense que là où j'ai été fort, c'est j'ai réussi à vraiment faire la distinction entre le jeu, les stratégies et les personnes. Et j'ai eu peu de scrupules, c'est vrai, dans le jeu, à mentir quand il fallait mentir. Ça vous a fait apparaître comme une personne un peu tordue, un peu personne de coups bas. Vous regardez les réseaux sociaux, vous parliez d'un que vous n'aimez pas, mais Twitter hier, il y a des gens qui n'étaient pas contents que vous ayez gagné en disant que ils auraient préféré que ce soit Tania, par exemple. Bien sûr, j'ai pas regardé hier, mais ouais, j'ai suivi les semaines précédentes, et c'est vrai que j'étais pas du tout positionné comme étant le grand favori. Ouais. Après, sincèrement, je m'en moque royalement. Je n'ai pas fait Koh-Lanta pour les réseaux ou quoi. C'est sûr que c'est triste de voir que les gens ne perçoivent pas comment dire, le jeu comme je l'ai vécu. Moi, je l'ai vraiment vécu comme un jeu. J'ai l'impression que vraiment, en France en tout cas, sur tous les Koh-Lanta confondus, la stratégie c'est vraiment un gros mot, quoi. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas compris que c'était un jeu stratégique. À partir du moment où on doit voter pour que quelqu'un d'entre nous parte, je suis désolé, mais c'est complètement... Tous les coups sont permis. Non, mais c'est de la stratégie pure. On ne peut pas voter tout seul. À partir du moment où on vote à 2, c'est de la stratégie. Même si on se dit « Oh, on vote au mérite », c'est de la stratégie de voter au mérite. Hier, il y avait l'épreuve des poteaux, épreuve qui s'est déroulée à la date anniversaire de la disparition de votre papa. Vous en parlez dans l'émission, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Et vous expliquez que à l'enterrement de votre papa, vous avez dû vous raser complètement la tête, ne pas pleurer. Et vous avez expliqué que sur les poteaux, vous étiez rentré en méditation. Ça vous a donc aidé ? Ouais, en fait, c'était vraiment une période de ma vie très, très, très difficile. Vous n'aviez que 20 ans, c'est ça ? Voilà, j'avais 20 ans tout pile, et je perds mon père. Et à 20 ans, franchement, on est tout juste majeur, mais on est encore un enfant. Moi, j'avais pas vécu grand-chose à ce moment-là, et c'était le premier gros choc de ma vie. Et à ce moment-là, on me demande, est-ce que tu veux te faire moine bouddhiste, le temps d'accompagner en fait mon père vers sa transition. Et donc, je réfléchis pas, je dis oui. Et donc la conséquence, c'est que voilà, on doit se raser la tête, tous les poils en fait du visage. Et donc j'étais pendant quelques jours au temple avec des moines bouddhistes, et il fallait que j'oriente mes prières et mes pensées que des pensées positives envers mon père. Donc c'était très dur parce qu'il fallait que je pense à des événements positifs joyeux, avec lui, que joyeux, heureux, alors que je venais de le perdre. Et en fait, j'avais fait une sorte de déni parce que j'essayais de penser, du coup, d'avoir ces pensées positives, et il n'y a rien qui me venait en tête. Et en fait, je paniquais, et puis je me laissais prendre aussi par les émotions. Et donc, les moines me disaient là-bas, tu n'as pas le droit de pleurer, en fait, parce que en fait, quand tu pleures, c'est des émotions très négatives, et en fait, ça n'aide pas l'esprit de ton père à partir vers un endroit où il sera beaucoup mieux. Que vous soyez serein. Et sur les photos, ça vous a aidé. Et voilà, en gros, je l'ai visualisé, j'ai pensé à plein de choses. Je suis rentré dans un état
méditation, c'est peut-être un grand mot parce que c'est pas quelque chose que je fais non plus très souvent, mais en tout cas ouais, j'étais dans un état presque second où voilà, je m'endormais limite, j'étais tellement à l'aise sur les poteaux, je pense que j'aurais pu rester des heures. C'est vrai? Ouais, vraiment. Alors, ce qu'on voit peut-être pas en face, vous avez des drones qui passent autour de vous, vous avez combien de caméras en face de vous? Est-ce que vous arrivez à oublier tout ça? Parce qu'il y a plein de monde en fait quand vous êtes sur les poteaux. Ah oui, mais si on ne voit pas l'image, il y a combien de personnes au moment des poteaux? Je saurais pas vous dire, mais il y a une grosse équipe en face sur la plage. Il y a, je sais pas, une vingtaine de personnes peut-être. Ah ouais. On les voit de loin, les caméras, mais moi j'avais fixé un point, je me souviens, à hauteur de tête dans la forêt, et je le bougeais plus. Je bougeais plus du tout mon regard. Et à certains moments donnés, je pense que je perdais un peu la vision de la réalité. J'avais l'impression de voir mon père au loin et voilà, j'étais vraiment rentré focus dans un... Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans toute dans ce tournage, dans cette... sur les poteaux? Oui, non, d'une manière générale, dans ce que vous avez tourné. Sur l'aventure? Oui, sur l'aventure. Sincèrement, j'ai eu aucun souci avec l'hygiène des autres, ni la mienne d'ailleurs. Il y a aucun moment où je me suis dit oula, il schlingue lui. Vraiment, à aucun moment je me suis dit ça. Non, qu'est-ce qui a été le plus ce qui a été vraiment le plus difficile pour moi, c'est le manque de nourriture et l'impact que ça a sur le corps, sur l'esprit, sur l'humeur. Parce que moi, de manière générale, dans la vie de tous les jours, quand j'ai faim, j'ai très faim, je peux être vraiment ronchon. Et là, sur l'aventure, c'est pas évident. Ça impacte vraiment l'humeur et donc le social avec les autres. Et il faut rester donc poli, courtois à tout moment. On est vraiment sans filtre au bout d'un moment, mais voilà, il faut garder tout ça en contrôle. Et puis surtout l'impact aussi sur le corps, sur les performances physiques, sur les épreuves, tout ça, j'avais pas du tout anticipé. C'était vraiment très compliqué. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous ce matin. Avec Première radio du gagnant donc de Koh-Lanta, évidemment à réécouter sur le replay, puis à revoir la saison. Je crois que c'est une saison qui a aussi très bien marché sur le replay. Et bravo à vous. Merci Dans beaucoup. un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous sur Sud Radio. Très bonne journée.